Bienvenue dans cette deuxième partie de votre grand journal du tourisme. Il y a un peu de panique à bord. Dans cette deuxième partie de votre grand journal du tourisme du bassin d'Arcachon. Première partie, enchanter le client, le considérer comme un roi, être empathique, pouvoir l'écouter avec l'innocence d'un enfant, l'objectif étant la fidélisation avant tout. Le client fidèle coûte moins cher que le client à conquérir. Pour le rendre fidèle, on peut le stimuler, explique Grégory Guzzo. Des robots informatiques existent là-dessus et nous permettent, dit-il, avant, pendant, après, de stimuler cette fidélisation. D'autant plus, et ça c'est un concept que vous avez dégagé sur les réactions de certaines et de certains d'entre vous, d'autant plus que l'existant est terriblement important sur le bassin. Dans l'existant, un capital, un joyau, la dune du Pilat, elle sécrète 12 à 13% de l'activité économique touristique sur le bassin. Au-delà de cela, Bordeaux, puissant allié, un panache, un pavois qui peut emmener la marque Bassin d'Arcachon très loin. D'ailleurs, une délégation est déjà allée jusqu'en Chine de façon à pouvoir présenter le bassin. Et rien que les images séduisent, font rêver. Autrement dit, vous avez déjà tout pour pouvoir conquérir le touriste chinois. L'affaire n'est pas encore faite, mais un jour il sera là. Et se reposera la question, comment enchanter cet autre que je ne connais pas, qui ne me ressemblent pas et dont les codes sont différents. Il faudra les apprendre et il faudra là aussi, dans cette empathie nouvelle, dans cette altérité nouvelle, construire une relation tout aussi authentique que celle que vous construisez actuellement. Voyons à présent cette deuxième partie où vous allez pouvoir toujours réagir. Je vous rappelle, hashtag RTBA6. La question nous retient toujours, c'est la question de l'enchantement du client. Isabelle, une façon d'enchanter, ce sont bien sûr les images. Oui, donc on va arriver donc à la deuxième vidéo que nous avons réalisée donc sur 2014. La société qui a produit cette vidéo est dans la salle et je les remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Première thématique, diversité des espaces naturels. Autre thématique importante dans notre offre touristique, les parcs de loisirs du bassin d'Arcachon. Place à l'image. I gotta love it, take me anywhere I walk it, take me anywhere I ever wanna go. I gotta love him every day and everywhere he goes. Oh, I gotta love it, take me anywhere I walk it, take me anywhere I ever wanna be. If you would only stay, if you would only stay with me. Love me, and I will forever be true. Love me, and darling, I'll always love you. I gotta love it, take me anywhere I walk it, take me anywhere I ever wanna be. I gotta love and oh, I know exactly who I see. I gotta love it, take me anywhere I walk it, take me anywhere I ever wanna go. I gotta love and oh, I know, oh, he
Mesdames, Messieurs, vous avez tous un smartphone, vous avez une tablette, vous avez un ordinateur. Et le touriste, lorsque vous l'accueillez, est pareillement connecté. Qu'est-ce que cela change pour vos métiers lorsque ce touriste est connecté? C'est la question que nous allons poser aux spécialistes du e-tourisme que vous connaissez très bien. Pierre Eloi, je vous demande de l'accueillir avec moi. Alors Pierre, vous faites partie de l'agence touristique, vous êtes cofondateur de la société Agitateur de Destination Numérique, spécialiste e-tourisme. En un mot, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent sur ce début d'année 2015 lorsqu'on parle de touristes connectés? Vous me laissez plus qu'un mot, Thierry? Sinon, ça va être un peu compliqué. Pas plus de 10 minutes. Allez, merci beaucoup. Écoutez, je lance mon chronomètre et on est parti. Ce qu'on vous propose, c'est avec quelques illustrations, de faire comme on a l'habitude maintenant depuis 3 ans. Et c'est toujours un réel plaisir d'être là avec vous. Toujours aussi impressionné, je prends juste une seconde pour le dire, parce qu'on a l'habitude de faire des tours de France de ces conférences. C'est vraiment la seule en France où une destination locale arrive à réunir plus de 1600 personnes dans la même salle. Je tenais juste le préciser et le rappeler pour que tout le monde l'entende bien. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas, il y en a d'autres qui le disent dans la salle. Quelques conseils, il y en a 9, donc rassurez-vous, ça va aller assez vite. Des conseils pragmatiques pour les professionnels qui sont dans la salle, pour les offices de tourisme qui sont dans la salle. Le premier, il est simple, on le répète, vous allez voir, ces 9 conseils, c'est du bon sens. C'est des choses qu'on aurait pu dire il y a 5 ans. Le mobile, ça marchait déjà. Aujourd'hui, le mobile est à une seconde phase d'utilisation. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur d'acheter sur le mobile, donc de réserver un séjour, de réserver une chambre d'hôtel. Je vous invite fortement à vous concentrer là-dessus. Quand on regarde quelques statistiques, rassurez-vous, c'est la seule de toutes les diapositives. Après, il n'y a plus de chiffres. Mais de voir qu'il y a une augmentation de 20% des réservations hôtelières sur une moitié d'année, sur smartphone par rapport aux réservations faites sur ordinateur, ça doit vous interpeller. Le conseil, en fait, est assez simple. À chaque fois, vous aurez un conseil à la fin des diapositives. C'est juste de vérifier. Le premier conseil est simple. Prenez un smartphone, vérifiez si vous pouvez vous mettre à la place de cette fameuse chaise vide dont on parlait tout à l'heure, de ce fameux client. Et essayez, de ce prospect. Essayez de réserver sur un smartphone. Regardez si tous vos outils sont performants pour ces smartphones. L'année dernière, on parlait de neuneu, feignant, bigleux, de mon cher touriste neuneu, feignant, bigleux. Bigleux. Pensez vraiment à bigleux. Le bigleux, c'est celui qui est avec son doigt et qui doit cliquer sur des zones trop petites souvent. Essayez vraiment d'aller au bout du parcours de réservation sur vos supports. Si vous allez au bout et que ça se passe bien, tant mieux, vous allez gagner de l'argent. Si vous constatez qu'il y a des points de rupture dans ce parcours, allez vite contacter vos prestataires web ou vos prestataires de solutions de réservation en ligne pour qu'ils ajustent leur module de réservation à la consultation sur tablette et sur smartphone. Le deuxième point, en fait, il est simple. Si vous pensez refaire votre site en 2015, vous n'avez pas le droit de le faire cher et moche. Pourtant, il y en a encore qui font plein d'efforts pour ça. Mais ce qu'on veut dire par là, les captures d'écran que vous avez devant les yeux, ce sont ce qu'on appelle en anglais des templates, des modèles de sites internet. Aujourd'hui, il y a des communautés qui travaillent pour vous et qui mettent à disposition des modèles ergonomiques de sites internet pour un hôtelier, pour un camping, pour un bar, pour un restaurant. Ces modèles existent, il suffit de demander à mon prestataire web de l'adapter. Ça veut dire qu'on ne va plus dépenser l'argent de la même manière sur une stratégie numérique. Ne vous inquiétez pas si votre site internet ressemble à celui de votre voisin dans l'ergonomie. Ce n'est pas grave du tout. Au contraire, vous allez créer une habitude de consultation chez votre client. La différence va se faire dans le contenu. C'est toujours la même chose. Moralité, le conseil, ne pas concentrer tout son budget sur le site internet et en garder pour cette notion de contenu dont on parle très souvent et on va en reparler ici. Le premier contenu, le premier budget à investir, j'ai l'impression d'être en 2006. En 2006, on tenait à peu près le même discours. En fait, si on se revoit encore pendant 20 ans, ça peut être sympa, je pense que pendant 20 ans, on vous répétera ce conseil si vous ne le mettez pas en application. Si vous ne comprenez pas, c'est un peu provoque, mais si vous ne comprenez pas que vous perdez de l'argent à avoir des photos moches
sur vos sites internet et sur les sites de destination. Il y en a qui méritent des médailles, hein, c'est les conseillers en séjour et ceux qui préparent les brochures des destinations quand ils reçoivent les photos de certains professionnels. C'est pas toujours sympa. Moi, j'ai travaillé longtemps pour Gîtes de France, je sais de quoi je parle aussi là-dessus. Les photos non professionnelles, c'est pas bon, vous perdez de l'argent. Ne pensez pas que c'est très bénéfique pour vous quand un client vous dit « Oh là là, c'est 10 fois mieux que sur votre site internet ». Il y en a pas mal qui sont contents de nous dire ça. Vous imaginez la catastrophe. Pour un qui vous dit ça, imaginez le nombre de personnes qui se sont barrées chez votre concurrent. Un site internet aujourd'hui dans le tourisme, c'est un site internet où la photo prend encore plus de place. On est vraiment en taille XXL. On est sur des écrans d'accueil qui sont quasiment des cartes postales. Vous avez ici un hôtel, vous avez ici une maison d'hôte. Vous voyez la taille et la qualité de la photo. Prenez un exemple de site, on en a parlé tout à l'heure, Airbnb. Allez voir ce site internet, vous allez voir que depuis juillet de l'année dernière, ils sont passés sur des photos qui faisaient environ 600 pixels. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire un tiers de l'écran. Ils sont passés à des photos plein écran. Avoir une belle photo fait gagner de l'argent. Le conseil, il est simple. Il est simple. Investissez moins dans la conception du site internet, investissez plus dans la réalisation professionnelle de vos contenus. Et passez vos visuels à la taille XXL. Le XXL, moi je connais, je peux vous donner quelques conseils là-dessus. Enfin, on n'est pas là pour parler de dress code. On a déjà parlé de On ça. perd du temps là, Thierry, s'il vous plaît. Le point 4, c'est un autre élément qui est intéressant à voir dans l'évolution des sites internet touristiques. C'est ce qu'on appelle la vidéo immersive. C'est de voir dès la page d'accueil le lancement d'une vidéo. Alors, il n'y a rien de moderne là-dedans. Le lancement d'une vidéo plein écran, sans le son, par pitié, sans le son, parce que quand vous êtes au bureau et que vous préparez votre week-end en open space, ça ne le fait jamais d'avoir une belle musique. Mais vous avez ici des grands acteurs du commerce et du commerce en ligne qui sont capables de vous prouver qu'ils ont fait plus 30% de chiffre d'affaires depuis qu'ils ont mis de la vidéo sur leur site internet de cette manière. Ici, vous avez Airbnb. On va en parler souvent, ce sont des créateurs de tendances marketing et relationnelles. Tu veux dire, Pierre, que nos vidéos ont toute leur place sur les sites internet des professionnels? En coupant le son, par défaut, et de m'immerger dedans. Je pense que la notion d'expérience résonne un peu depuis ce matin. On parle des vraies vacances. Les vraies vacances, c'est celles que je vais vivre. Ça commence dans mon canapé. Donc si vous me projetez dedans, c'est tout bête. Sur Airbnb, c'est un ventilateur. Tiens, je m'imagine, j'ai chaud, c'est l'été, le ventilateur tourne. Regardez Belize. Belize, ici, vous avez juste envie d'une chose, c'est y aller. Vous irez regarder, bien sûr, ces supports, j'ai oublié de le préciser, mais ils seront à disposition de tout le monde, bien sûr, avec des liens, pour aller voir ça en détail. Le conseil, bon, je ne me mouille pas trop, ça peut faire vachement bien dans un dîner de dire, écoute, moi, je me suis concentré sur ma vidéo immersive, et j'ai gagné 30% de chiffre d'affaires. Si vous avez un minimum de budget, parce que vous avez fait un gabarit de site internet simple, n'hésitez pas à réfléchir à 10-15 secondes d'une vidéo qui va résumer l'ambiance. Pierre, raisonnablement, un montant, c'est combien à peu près? Écoutez, Maryse, si c'est la séquence téléachat, aujourd'hui on fait une promo. Non, sincèrement, je ne vais pas me mouiller parce que je vous dirai des bêtises. Je vais vous dire entre 1000 et 10 000. Effectivement. Non, c'est allez voir des professionnels et vous verrez le bon prix. Vaut mieux aller voir des pros et voir ça. Même 15 secondes, si vous pouvez les faire vous-même, c'est 15 secondes, même avec un téléphone. Mais le poids de la vidéo fait que ça va peut-être pas marcher. Ces vidéos qui sont mises en ligne dès le début d'un site internet se lancent de suite. Pourquoi? Parce qu'elles sont retravaillées derrière, compressées. Enfin, il y a un vrai travail de fond derrière. Le point 5, là aussi, c'est le fil rouge de la journée. Cette relation client, Grégory vous le disait tout à l'heure, il faut commencer par un fichier client. Si on ne collecte pas de la donnée sur nos clients, c'est effrayant. La statistique, et là aussi je pourrais vous dire, allez, 30%, en général ça passe bien 30%. Mais il y a une minorité de professionnels de l'hébergement qui animent un fichier client. C'est effrayant. Vous perdez de l'argent, enfin je ne vais pas le dire, ils l'ont dit avant nous, mais le premier élément, c'est de connaître son client, c'est la prévenance. Plus on sera dans la prévenance, plus on sera dans l'excellence. Et ça, c'est la culture Palace. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure aussi en présentation, c'est parfait. C'est de voir comment cette culture Palace peut être déclinée à l'échelle d'une destination et de professionnels qui ne sont pas forcément des palaces, mais qui vont avoir cette culture du Palace.
des expériences partagées ensuite par un client qui devient VRP. C'est l'objectif de tout ça. Plus on est dans la prévenance, mieux ça marche. L'exemple que vous avez là, ce n'est pas un exemple fictif. Ce sont des chambres d'hôtes dans le Lot-et-Garonne, 2 chambres d'hôtes. Une écossaise, enfin moi je l'adore, cette femme. C'est une professionnelle qui est à la retraite et qui a son fichier Excel. Et dans son fichier Excel, eh ben, elle sait que M. Martin il vient de Paris, qu'il lit Libération le matin, qu'il aime bien recevoir les SMS de bienvenue avant qu'il arrive, que son menu table d'hôte, la dernière fois qu'il a mangé, c'était un confit de canard. Donc la prochaine fois qu'il revient, il n'aura surtout pas un confit de canard. Ce n'est pas un palace, c'est une chambre d'hôte. Et même pas 5 épis. Vous voyez que, tiens, au fait, M. Martin, il est allergique au gluten. Ça va être sympa, le matin, il vaut mieux le préparer, quoi. Il a la chambre 14. Il adore la chambre 14. Je crois, Thierry, on en parlait un petit peu hier. Petite expérience personnelle où vous êtes informé de l'évolution des travaux de votre chambre personnelle dans votre chalet privé à Courchevel. Enfin, presque ça. C'est la fin, je l'ai inventé, mais jusqu'à l'information de l'évolution des travaux dans l'hôtel où vous allez, la chambre que vous préférez, vous êtes informé. Voilà, c'est ça. On divise votre version par 2, elle Ouais, est vraie. voilà. Bon. C'est à Val Thorens, ok. Oui, il va me tuer, Grégory. Il y a un élément important là-dedans. Regardez, 2356 followers Twitter. C'est intéressant de voir que dans la relation client d'aujourd'hui, les nouveaux VIP, comme dans un palace, on fait un classement VIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3. Les nouveaux VIP, c'est ceux qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux. Quand moi, j'ai eu la chance d'aller travailler dans une île sympa, parce que je fais un métier très difficile qui s'appelle La Réunion, et de dormir dans un hôtel qui était vraiment très compliqué, qui était un 5 étoiles sympa, quand je suis arrivé, je n'ai pas compris pourquoi j'avais un traitement très sympa. En fait, on m'a dit après que j'avais plus de 5000 followers sur Twitter et qu'à chaque fois que je postais une photo de l'hôtel sympa, je leur faisais gagner plus d'argent que de mettre un encart pub dans la presse locale. Désolé pour la presse locale. Le classement social, c'est un classement réseau social aujourd'hui. Le conseil, simple. Microsoft Office ou autre, fichier, ouvrir, nouveau, démarrer un nouveau fichier, Excel, et préparer les colonnes, nom, prénom, langue, table d'hôte, gluten, follower, et il faut l'animer. Ça commence par ça. Et pour les professionnels qui ont la chance d'avoir des logiciels de gestion hôtelière, les PMS, eh bien, utilisez ces logiciels. Ça existe, ces briques existent déjà dedans. Il faut absolument prendre le temps. Oui, ça vous demande du temps, mais vous allez gagner de l'argent grâce à ce temps. Eh bien ça fait pas de mal quand on entend parler de robots. Là aussi, Grégory, mon cher ami dans la salle, je ne sais pas où il est, mais quand il entend robot CRM, le pauvre. Humanisation. L'humanisation, là aussi, élément très important. On ne lâche rien là-dessus. On vous en a déjà parlé l'année dernière. Vous savez, on avait un petit défi l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez. On parlait de Jockey, le fameux relationneur du PMU. Je devais venir avec un habit de jockey. Je suis allé chez Decathlon, mais ils ne font pas ma taille. Sinon, vous m'auriez vu dans une autre combinaison. L'humanisation, c'est le fait de vendre plus que votre produit. Le produit, c'est bien, mais avant tout, je vais voir des gens, moi, quand je vais vivre les vraies vacances. Des gens, inspirez-vous par exemple, des gens comme Michel et Augustin. Michel et Augustin produit de tout type, de gâteaux, de yaourts, de machins, de bidules. Regardez leur carte de visite. Regardez, il y a la tronche de chaque personne et à côté, je peux cocher. Ça, c'est hyper important pour les offices de tourisme, c'est hyper important pour les professionnels du tourisme. Et à tout moment, pendant mes vacances, je suis à votre disposition. On a essayé de le transposer et de créer quelque chose qui vient du monde du palace. C'est la conciergerie de destination. Comme un concierge dans un palace, essayons de le faire à l'échelle d'une destination. De voir que nos conseillers en séjour font 90% du boulot d'un concierge, mais ils ne le valorisent pas, ils ne le marketent pas. Là, de dire, nous sommes à votre disposition de telle heure à telle heure, sur tout support multicanal, le téléphone, la page Facebook, le Twitter, le SMS, et pourquoi pas un site internet dédié à l'usage pendant le séjour demain, voilà, on est à votre disposition pendant tout votre séjour. Imaginez, moi, propriétaire de gîte sur le bassin, si je dis à mes clients, vous savez, quand vous venez chez moi, vous allez avoir un service de conciergerie comme dans un palace. Ça commence à devenir intéressant. Et là, il y a du travail à faire en relation institutionnelle et prestataire privé. C'est court, 15 minutes. Il faudrait 15 heures, mais il y a des choses à faire. C'est déjà trop long. Oh là 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 là. Bon, expérience, je vais passer vite sur l'expérience, mais regardez aujourd'hui comment les destinations vous montrent leur territoire.
Ce n'est pas juste des paysages, c'est des gens qui font des choses. Regardez, quand je vais à l'hôtel Mama Shelter, le Mama Shelter, je vais au Mama. C'est une expérience, le Mama Shelter. Quand je mets mon masque Bugs Bunny ou autre dans la chambre et que je me prends en photo sur la télé Apple de la structure, je vis une expérience. C'est plus qu'un hôtel, c'est ce qui nous attend, c'est ce qu'on doit faire. Quand Airbnb fait une action de com assez impressionnante, de mettre une location de Airbnb qui est en fait passer une nuit dans le téléphérique, je ne sais plus si c'est à Courchevel, je crois, passer une nuit dans un téléphérique. Et ils ont customisé l'intérieur, c'est un vrai appartement. C'est de l'expérience, on est à la limite de la com, hein, mais c'est de l'expérience. Le conseil, en fait, bon courage. Bon courage parce que ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Tout ce qu'a mis en place Grégory, on l'a vu à Val Thorens, ça ne se fait pas en 2 minutes. On a besoin de beaucoup de boulot là-dessus. Le point 7, en 10 secondes, soyez très pédagogue. Vous ne pouvez pas, désolé, hein, mais vous ne pouvez pas gueuler contre Booking et en même temps qu'on reçoive toujours des emails en disant « Non, non, je ne vous ferai pas mieux que sur Booking, vous n'aurez pas le petit déj offert, vous n'aurez pas moins 10%, allez sur Booking. » On ne peut pas... Hein. Alors j'ai mis un petit air au bout de 15 minutes qui me dit que le temps est écoulé. La sonnerie, c'est bord de mer, c'est plutôt sympa quand on est ici. Vous me laissez 1 minute de plus et c'est parfait. Donc soyez très pédagogue. Soyez pédagogue sur votre site internet, mettez-les comme Booking, les 5 bonnes raisons de réserver directement chez vous, plutôt que d'aller voir Booking et autres. Allez voir la démarche, si vous ne la connaissez pas, de Faire Booking. Faire Booking, qui est un regroupement d'hôteliers, qui est là pour voir si on peut regagner des clients en direct. Envoyer des emails pour les vœux à vos clients, sur le modèle de cet hôtelier, qui explique pourquoi ça serait bien que vous soyez ambassadeur. Moi, je vais vous faire 10%. Je vais gagner plus d'argent et vous aurez un meilleur service que si vous passez par quelque chose qui me prend 17-20%. Vous aurez le temps de le regarder en détail chez vous. Hein. Le point 8, l'avant-dernier, soyez fun et marketeux. Il faut reparler tourisme. Quand vous vendez votre structure, vous vendez votre destination aussi. Je crois qu'on est au bon endroit pour en parler. Je vous prends un exemple qui n'est pas ici, justement, pour être neutre. Les incontournables du Tarn. Si tu ne les as pas fait, tu as raté ton Tarn. C'est ce qu'on doit trouver sur des sites de prestataires et non pas juste sur les sites de destination. Quels sont vos 10 coups de cœur, vos 10 incontournables? Vous les donnez au petit-déj, mettez-les sur vos supports numériques. Voyez comment vous parlez à vos touristes. Alors, je ne vous dis pas tous de faire ça. C'est une cible particulière, sur un marché particulier. Le chocolat, ça peut se sniffer. C'est une expérience qu'on a testée hier soir avec Thierry, ça pique un peu le nez, mais juste après qu'il me raconte son chalet à Courchevel. Et je vous inviterai à aller regarder ça, parce que ça, c'est le résumé de tout ce qu'on dit. Vous l'avez peut-être vu passer dans la presse, c'est un article dans Le Monde de la semaine dernière. C'est la maison, sur un site d'échange de maisons, la maison la plus consultée au monde, c'est une maison en Bretagne qui n'est même pas au bord de la mer. Pourquoi c'est la plus consultée? Parce que la personne a respecté toutes les règles d'un bon marketing touristique. C'est bien traduit, c'est des belles photos, c'est des bons textes. On me présente la destination, il y a tout dedans. Allez le regarder, vous aurez le lien dans la présentation. Vous regarderez vos conseils. Ça, je vais passer vite dessus, mais si vous voulez une inspiration sur des hôtels qui vivent une autre expérience aussi, allez voir les hôtels Oco. Il y en a quelques-uns en France. Thierry, comment il s'appelait ce cher monsieur quasiment évangéliste, prédicteur, il y a 2 ans, qui nous parlait de l'autonomiste? Gérard Bayard. Gérard Bayard. Écoutez, s'il nous écoute aujourd'hui, Gérard, on va faire un Michel Drucker, moi ça y est, je suis parti. L'autonomiste, il vous en a parlé il y a 2 ans, il était en avance. Il vous parlait de ce client qui n'a plus besoin de vous professionnels, qui peut aller regarder TripAdvisor, qui va aller dormir chez des non-professionnels. Et bien en fait, on est en plein dedans. Quand on a des touristes qui de plus en plus aujourd'hui vous disent « Moi, je veux vivre comme un local, je ne veux surtout pas être pris pour un touriste. Je veux des recommandations par des locaux. » Le mot « local » et « international » est très fort en ce moment. Expérience de destination vécue par des locaux. C'est le local qui a la vérité, ce n'est plus le professionnel, on ne vous fait plus confiance. Là, il y a un travail de fond à mener là-dessus. On a perdu le lien humain. À force de devoir recommander 4-5 prestataires parce que moi, tu sais, conseiller en séjour, je ne peux pas donner le bon parce que sinon je me fais démonter par les 4 autres. Les 4 autres, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, le local, il vous dit, va manger là parce que toi, tu es comme ça. On a un problème. Quand on a des sites internet qui disent échappez au piège touristique et vivez comme un local, on a un problème. L'autonomiste, il avait raison, hein, il y a 2 ans. Quand on a des sites internet qui vous proposent, au lieu d'aller au camping, aller dans un terrain privé, au lieu d'aller au resto, aller manger chez quelqu'un, on a un problème, nous, professionnels du tourisme. Le conseil, pour moi, le conseil est simple. Et ça, c'est facile pour moi.
c'est d'écouter Marc Arthur, qui va nous parler dans quelques secondes de la consommation collaborative, de ce nouveau monde qui est devant nous. Le souffle de Pierre Éloi. Ça va ? Quelques points importants. Vérifiez bien tout ce que vous avez mis en place comme système de connexion. Vos photos, vos vidéos, votre fichier client, faites-le vivre. 2 mots encore, Culture Palace et conciergerie, soyez également pédagogues. Je vous demande à présent d'accueillir avec moi Marc-Arthur Gauthier, spécialiste de la consommation collaborative, Massimilio Gallo de TripAdvisor, Pascal Lassus-Portarieux, directrice de l'Office de tourisme de Lège-Cap-Ferret. Marc-Arthur Gauthier, spécialiste de la consommation collaborative. Est-il possible tout d'abord de nous donner un exemple de cette économie collaborative qui existe? Vous avez sûrement des enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du covoiturage, mais vos enfants ont probablement déjà fait du covoiturage. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil d'un point de vue général, écoutez vos enfants et intéressez-vous à ce qu'ils font. Le covoiturage, c'est quoi? C'est tout simplement faire un trajet dans la voiture de quelqu'un qui a une place disponible et qui va d'un point A à un point B, et avec qui vous allez partager les frais d'essence, de péage, pour vous déplacer. Cette économie-là est en concurrence avec éventuellement le train, l'avion, d'autres systèmes de déplacement déjà payants, c'est bien ça? À la fois concurrente et complémentaire. C'est une alternative en tout cas. Je ne sais pas si on peut parler de concurrence. Pierre, question? Quand on parle d'économie collaborative, de consommation collaborative, souvent on fait un rapprochement avec ce contexte de crise qu'on a en ce moment et on essaye de résumer l'économie collaborative comme une réponse à un sentiment de crise. Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'on a vraiment un changement sociétal devant nous? Alors c'est une question qui revient souvent. Je n'ai pas vraiment la réponse, mais en même temps ça fait quand même pas mal de temps que je m'intéresse au sujet. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la crise est plutôt un accélérateur plutôt que la condition qui a déclenché ce nouveau type d'usage. Un accélérateur parce qu'évidemment, en situation de crise économique, la consommation collaborative, parce que ça peut être un revenu complémentaire pour une personne d'un côté de l'offre, alors il y a des tas d'exemples dont on peut parler après, et parce que ça peut être économique pour l'utilisateur, évidemment, la crise est un accélérateur. Mais il y a évidemment d'autres facteurs de développement. Ces facteurs, c'est évidemment le taux d'équipement des ménages, que ce soit en hardware, c'est-à-dire le fait d'être en mobile, le fait d'utiliser finalement des tablettes, des ordinateurs et tout un tas d'autres choses, le taux d'équipement des destinations, puisqu'il faut un Wi-Fi pour pouvoir se connecter. Une prise de conscience aussi écologique, parce que dans le principe même de consommation collaborative, il y a l'idée de meilleure exploitation des ressources disponibles. Autrement dit, la voiture, si elle va de Paris à Lille, elle va consommer à peu de choses près autant d'essence, sans la masse, que s'il y a 4 personnes dedans. Et donc, il y a cette dimension impact écologique. Et le dernier impact, la dernière chose, c'est la dimension sociale. C'est le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont des individus comme vous et moi et avec qui on peut avoir des échanges qu'on n'aurait pas eu dans un cadre traditionnel de relations. Isabelle, question. Oui, Marc-Arthur, quels secteurs touristiques sont vraiment concernés? Parce qu'on parle d'Airbnb, on parle beaucoup de l'hébergement, mais donc est-ce que ça concerne vraiment tous les secteurs du tourisme? Alors, on voit de plus en plus d'initiatives et à l'intérieur je pense que même à l'intérieur de l'hébergement, il y a des tas de choses. Ouais. Parce qu'il y a des différentes qualités d'hébergement, différents types de prestations, et c'est sûrement pas impacté de la même manière. Enfin, en fait, il a été prouvé, une grosse étude de l'Université de Boston a montré l'impact d'Airbnb sur les différents hébergeurs au Texas pendant une dizaine d'années, ce qui est vraiment intéressant et que je vous invite à lire. La mobilité, évidemment. Alors, il y a le transport collaboratif à travers BlaBlaCar et d'autres solutions. La location de voitures entre particuliers, qui est un très, très gros marché, une alternative à Avis. Par exemple, c'est le leader européen aujourd'hui s'appelle Drivey. Et puis, derrière, on peut aller jusque dans le financement des vacances. Le financement du séjour, le financement participatif, si ça le crowdfunding. Exactement. Donc, d'un point de vue général, j'ai l'habitude de dire que l'économie collaborative, et là on parle vraiment de consommation plus que d'économie, ce qui sont deux notions un petit peu différentes, touche tous les secteurs, bien au-delà du tourisme. Et moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de piocher dans certains secteurs ce qui pourrait être réplicable et applicable dans d'autres.
Et c'est vrai qu'en Aquitaine, on est une place forte du tourisme collaboratif avec des sociétés, des jeunes pousses comme Samboat, Je loue mon camping-car, des structures qui commencent à avoir un intérêt plus que national. Samboat qui permet sur le bassin d'Arcachon. Je crois qu'ils sont présents dans la salle. Tant mieux. À des privés de mettre à disposition comme Airbnb. C'est le Airbnb du bateau, quoi. Alors, la question devient comment contrer cette concurrence qui monte. Alors avant tout, déjà, je voudrais féliciter à la fois Samboat et Je loue mon camping-car qui sont de Bordeaux, qui ont tous les deux annoncé des levées de fonds cette semaine pour prouver qu'on a des startups françaises ultra dynamiques et qu'il n'y a pas que des Américains. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour contrer ? Je crois que le mot contrer n'est pas du tout la bonne expression parce que contrer, c'est... Alors, il y a une initiative qui est assez intéressante, c'est qu'à New York, on pourra en parler un petit peu plus en détail, il y a le lobby hôtelier qui a lancé une campagne de diffamation contre Airbnb qui s'appelle Share Better. Et autrement dit, ils ont lancé un site internet, une fausse communauté, parce qu'on parle de communauté, je pourrais revenir un petit peu sur ce point, une fausse communauté où ils ont fait des très belles vidéos, un petit peu comme celle que vous avez vue tout à l'heure, pour montrer à quel point Airbnb c'était nul, que les appartements étaient sales, que les gens n'étaient pas ponctuels, tout un tas de trucs pour dire surtout n'utilisez pas ce service. Ils se sont vraiment tirés une balle dans le pied là-dedans. Pourquoi ? Pour deux choses. D'une part, parce que finalement, c'est pas vrai. Avec l'expérience Airbnb, si vous la considérez en tant que concurrence, ce qui est tout à fait normal, je vous invite à la faire quand même pour essayer de vous en inspirer sur un tas de pratiques. Mais d'autre part, je pense que c'est du temps, de l'énergie et de l'argent qui n'a pas été dépensé à innover dans leur propre métier, dans la destination, dans la façon dont on peut créer une nouvelle forme de tourisme, une nouvelle proposition de valeur et un tas de choses qui est à imaginer. Donc la réponse serait l'innovation. Je retiens le mot. La réponse, c'est qu'on parle de communauté. Alors, dans la notion de communauté, il y a l'idée qu'on a une ressource disponible et qu'on partage à plusieurs cette ressource. Qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, moi, ce que j'ai devant moi, j'ai pas une communauté, j'ai une réunion d'acteurs qui travaillent finalement pas tant que ça ensemble. Le principe même de la plateforme, c'est de permettre à des gens de travailler ensemble et un petit peu de se renvoyer la balle. Je crois que la vraie force et ce qu'il y a cherché dans le concept de consommation collaborative appliqué aux professionnels, c'est de se dire, et c'est ce qu'on a vu avec Grégory tout à l'heure, comment on se met autour de la table, comment est-ce qu'on va partager des choses, parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Et si on partage nos données, si on se renvoie la balle et qu'on pousse les offres des uns et des autres, si on arrive à affiner nos bases de données, parce que moi je sais ce que machin mange, mais moi je sais à quelle époque il vient, et moi je sais quelle piste il préfère, s'il va sur des pistes bleues ou sur des pistes vertes. Et moi, je sais sur la dune du Pilat, ça c'est hyper important. Exactement. Je crois que si on arrive à se mettre ensemble derrière, on peut tracer, on peut travailler sur l'offre et on peut innover. Mais avant tout, il faut se mettre autour de la table. Et tout seul, on est toujours moins fort qu'à plusieurs. Merci beaucoup, Marc-Arthur Gauthier. Je retiens donc que la crise est un accélérateur du phénomène de la consommation collaborative, que cette consommation peut être contrée par l'intelligence collective, qui est une vraie réponse commune à ces nouveaux phénomènes de consommation. Ce serait ça ? Ce serait ça, et j'ajouterais, malgré tout, dans un certain nombre de cas, on peut aussi intégrer ces offres. On a parlé de Samboat, de Je loue mon camping-car. Pour les territoires, c'est une proposition de valeur qui est excellente. Et donc, on peut travailler avec ces acteurs-là et pas simplement se poser en opposition. Parfait. Dans consommation collaborative, il y a collaborer. Tout à fait. Merci beaucoup, Marc-Arthur Gauthier. Massimiliano Gallo, merci d'être avec nous. Vous faites partie de TripAdvisor. Je précise tout de suite que vous êtes Territory Manager, c'est-à-dire que vous n'avez pas directement à vous occuper des avis qui sont déposés sur TripAdvisor. 315 millions de visiteurs par mois. En revanche, vous êtes chargé de répandre les bonnes pratiques, les meilleures pratiques pour les professionnels lorsqu'ils veulent être sur TripAdvisor. Commençons par ça. Je suis restaurateur, je suis hôtelier. Comment faire face au site TripAdvisor ? Je dois y être ? Quel est le conseil ? Le conseil, c'est que, par rapport au nombre de visiteurs, déjà 315 millions de visiteurs uniques par mois, sur 45 pays en 28 langues, ça donne une exposition quand même qui est importante. Et vous parliez tout à l'heure, j'ai repris quelques points qui étaient très intéressants de la présentation de Pierre-Éloi, par rapport et aussi ce que vous aviez dit auparavant pour la Chine.
Par exemple, TripAdvisor, il y a un site qui s'appelle daodao.com qui est la version chinoise, en fait, asiatique, de TripAdvisor. Donc, il y a la possibilité d'être déjà exposé sur ce marché. Et c'est pour ça qu'il est important donc, de prendre en main sa propre e-réputation et de bien gérer la fiche de l'établissement, quel qu'il soit, sur TripAdvisor. Donc j'ai repris quelques points, comme par exemple les photos qui sont importantes en effet sur le site propre de l'hôtel ou de l'activité touristique. Les photos, nous on le voit statistiquement, engendrent 46% d'intérêt en plus pour les internautes. Et la vidéo aussi est quelque chose qui est très important parce que ça engendre un hôtel qui a une vidéo sur TripAdvisor. Sur TripAdvisor, engendre 29% d'intérêt en plus par rapport à un hôtel ou un restaurant ou une activité qui ne l'a pas. Les vidéos racontent une histoire et ça rassure le consommateur. Et je pense que aujourd'hui, si on en est arrivé là avec les avis, c'est parce que les internautes, vos clients potentiels, ont besoin de se rassurer parce qu'ils doivent y mettre le sou. Donc, en s'occupant de sa propre fiche, en mettant le maximum de photos possibles, en n'hésitant pas de mettre des vidéos. Ensuite, en parlant d'humanisation tout à l'heure, TripAdvisor est en effet un site 100% en ligne, on va dire. Mais aujourd'hui, on donne la possibilité aux internautes de poser des questions directement au manager ou au responsable de l'hôtel. Donc derrière le site, il y a la possibilité de créer un lien déjà avec un client potentiel qui a besoin d'avoir des informations. On sent bien, Massimo, oui. Que TripAdvisor est connu par tout le monde comme un site d'avis client. Oui. On peut dire sans problème aujourd'hui que c'est un quasi-prétexte et que c'est une agence de voyage aujourd'hui qui est pertinente aussi pour les professionnels du tourisme. Autant les avis clients sont un univers subjectif parce que c'est une personne humaine qui vit une expérience et qui va laisser un avis plus ou moins sympathique. Aujourd'hui, pour les professionnels, et votre présence est là pour ça aussi, c'est de voir comment un professionnel peut exploiter au maximum TripAdvisor comme une fiche professionnelle bien au-delà des avis clients. Les avis clients sont bien sûr importants, mais il y a plein d'outils. On parlait des photos, on parlait des vidéos. Dans le pack business, là, on n'est pas sur un écran pub, là, mais un professionnel doit absolument investir sa fiche TripAdvisor. Il ne faut surtout pas la subir, quoi. Tout à fait. TripAdvisor est né comme un site d'avis et est toujours un site d'avis, même si il a évolué. Il y a qui sait s'adapter peut survivre. Donc TripAdvisor, c'est un peu, je prends l'exemple de Amazon. Amazon a commencé avec des livres et des CD, il continue à vendre des livres et des CD. Ceci dit, aujourd'hui, ils vont rentrer dans tout ce qui est tourisme, apparemment, si je ne me trompe pas. Mais leur cœur de métier reste les CD et les livres. C'est pareil pour TripAdvisor. TripAdvisor, c'est un site d'avis, donc il ne faut pas le confondre avec un OTA. TripAdvisor est un site d'avis et restera un site d'avis qui permet de réserver. Des OTA, donc Online Travel Agencies, genre Booking, Expedia et tous les autres, ce sont des sites de réservation qui ont des avis. C'est une nuance, mais qui fait toute la différence. Et en parlant et je rejoins ce que disait Pierre-Éloi tout à l'heure, votre site officiel, votre site web est très important. Et aujourd'hui, TripAdvisor, si on remonte dans le temps, TripAdvisor donc, est né avec les avis, mais presque à partir du début, a donné toujours la possibilité d'avoir des liens qui renvoient vers des sociétés tierces. Hotel.com, voilà, exactement. Expedia. Mais TripAdvisor, justement, et Pierre-Éloi le mentionnait maintenant, a pris un premier virage, il y a désormais 5 ans, en donnant la possibilité aux professionnels d'afficher le lien qui renvoie vers leur site officiel, d'être contacté par téléphone, d'être contacté par une adresse avec l'adresse email et aussi de créer une offre spéciale. Contre quelques centaines d'euros pour être complet. Tout à fait. C'est un investissement pertinent. C'est un investissement qui est pertinent pour quelle raison? Parce que sur TripAdvisor, vous avez un trafic qui est qualifié. C'est-à-dire que l'internaute qui va sur TripAdvisor, il a déjà en tête quelque chose de bien précis. Et le plus d'informations vous pouvez mettre donc en mettant des photos, des vidéos, en répondant aux commentaires, parce qu'il faut parler aussi de la réponse, et
plus vous pouvez mettre en avant votre marque à travers cette solution, eh bien, ça vous donne la possibilité d'attirer ce trafic qualifié qui est quand même important vers votre marque, vers votre site. Et là, c'est à vous, en effet, après de le convertir. Et là, on rentre dans des discussions un peu plus compliquées. 2 questions encore. Il y a un procès quand même qui vous est fait. J'ai 2 questions. Le premier procès, c'est de dire mais vous laissez aussi parmi les avis ce qui est excessif ou ce qui est parfois injuste. Votre réaction, votre commentaire là-dessus? Déjà, le fait d'être injuste, c'est quelque chose qui peut Diffamatoire, être personnel. ouais. Oui, bien C'est sûr. subjectif. C'est émotionnellement Tout à fait. difficile pour Tout un à fait. restaurateur ou pour un hôtelier de lire un avis dont lui peut Tout à considérer, fait. à juste titre souvent, que franchement, dit comme ça, c'est injuste. Malheureusement, pas tout le monde est écrivain et Bien sûr. prêt à employer des Alors des là-dessus, méthodes. vous-même, avez-vous un modérateur? Avez-vous une possibilité de correction? Quelle est votre attitude? Alors, ce qui se passe, c'est que TripAdvisor a donné une voix aux consommateurs qui n'existait pas auparavant. J'ai des exemples à Paris, les hôteliers, il y a quelques années, c'est un hôtelier qui me l'a dit, il disait quand les clients n'étaient pas contents, il leur disait, écoutez, pas cet hôtelier-là, mais il arrivait qu'il disait, il y a 1800 hôtels dehors si vous voulez. Donc aujourd'hui, le consommateur a une voix et TripAdvisor le lui a donné. Et on accepte, et on en est fier, et on continuera à le faire, d'accepter les avis spontanés. Ceci dit, parenthèse, il est possible pour les professionnels de solliciter eux-mêmes leurs clients pour qu'ils mettent des avis. Donc ça, c'est votre conseil? Oui. Vous avez un Oui, outil pour aussi quelle contre raison les Ouais. avis diffamatoires où on l'observe Oui. aussi de plus en plus des clients qui utilisent TripAdvisor comme un outil de pression Tout à fait. en disant si je n'ai pas le produit que Tout à j'exige, je mettrai un mauvais avis. Là, il y a des outils qui sont en place. Exactement, on est tout à fait conscient. C'est un peu le côté du succès de TripAdvisor et ça peut arriver. Maintenant, ça ne va pas arriver tous les jours avec tous Bien les sûr. clients. On est Mais il y a la d'accord. possibilité de... Alors, la première chose pour un professionnel, c'est de s'inscrire sur TripAdvisor pour avoir accès à la fiche qui va lui permettre de gérer ses photos, ses vidéos, les réponses et de contacter TripAdvisor. Souvent, malheureusement, les professionnels, ce n'est pas de leur faute, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, les ressources ou la connaissance, ne savent pas qu'ils peuvent s'inscrire en tant que professionnels et accéder à un extranet qui est le Management Center ou l'espace propriétaire, et donc contacter TripAdvisor. Et il y a le moyen, quand un hôtel ou un restaurant subit un chantage, de contacter TripAdvisor. Répétez la procédure, pardon. Il faut s'inscrire en tant que professionnel Oui. sur TripAdvisor. Donc Oui. c'est tripadvisor.fr/owners en anglais, OWNERS. Une fois inscrit, vous avez accès donc à cet espace propriétaire. Ça s'appelle. D'accord. C'est Et là- gratuit, cette procédure est gratuite, c'est une démarche. Oui, l'inscription est totalement gratuite. Alors, petite parenthèse, c'est important parce qu'en France, on n'aime pas trop utiliser la carte de crédit. Quand vous allez vous inscrire en tant que professionnel, vous avez 3 possibilités d'être vérifié. Avec votre compte Facebook, et là, vous utilisez votre compte personnel, pas celui de la page de votre établissement, mais votre compte personnel. Sinon, vous avez la carte de crédit. Mais la carte de crédit, rien n'est débité. Il y a une préautorisation de 1 $, c'est tout. Mais il n'y a rien qui est débité sur la carte. Avec ces 2 moyens-là, vous avez accès immédiatement à l'espace propriétaire en tant que professionnel sur votre fiche. Et le troisième, c'est nous envoyer des documents qui sont... voilà, ça prend un peu plus de temps. D'accord. Merci beaucoup, en tous les cas, Massimiliano Gallio. Donc, je reprends vraiment ce que vous avez dit, c'est très important. D'abord, sur votre site, comme l'a dit Pierre, travaillez les photos, travaillez la vidéo, travaillez votre fiche professionnelle. C'est vraiment, là aussi, un passeport pour le monde entier, pour se faire connaître. Donc, déjà, il y a là un véritable avantage à être présent. On l'a dit, on le répète. Maintenant, face aux excès, vous dites aussi, attendez, vous pouvez venir et nous contacter. Il y a plusieurs moyens, notamment, je retiens, /owners. Et là, on a accès à ce moment-là à la page dédiée aux professionnels que je suis. Et là, je peux dire quelle est ma contrariété. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos explications. Isabelle. Je crois qu'il y avait une question, on m'avait demandé une question par rapport à TripAdvisor. Donc, est-ce que la personne peut se lever? Il n'y aura qu'une seule question par rapport au timing, Laurent? Alors, est-ce qu'un micro peut être amené, s'il vous plaît? Une question là-bas, Voilà. tout au bout, tout au bout.
Très bien, monsieur, Voilà, je vais ce sera une simplement, seule question par rapport au timing. Après, Max est là si vous voulez répondre Simplement après, vous pendant le demander de déjeuner, individuellement. présenter votre établissement et puis donner votre question. Merci beaucoup. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc Laurent Tournier, j'ai un restaurant au Cap Ferré, Pinas Café. J'avais une question assez simple. C'est vrai que c'est un modèle qui est présenté comme un peu un modèle de classement, puisque c'est du premier au dernier. Et donc, il y a une espèce de compétition qui peut s'instaurer entre nos différentes entreprises, nos différentes affaires. Et il peut y avoir aussi un problème de mélange des genres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des restaurants, il peut y avoir des dégustations, enfin voilà, tout type de commerce qui peut être un peu mélangé dans les mêmes rubriques. Est-ce que ça ne crée pas une confusion dans l'esprit des gens, des clients qui ne connaissent pas forcément les lieux, et donc ils peuvent être là un peu mal aiguillés ou voilà. Donc est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être arrangé dans le temps et un peu plus visible pour que les gens voilà, soient mieux aiguillés? Merci beaucoup pour votre question. Mélange des genres. Tout à fait. Le fait, par exemple, d'être inscrit est important parce que vous prenez la main sur la page qui pourrait être qui a pu être créée par exemple, un internaute. Hein. C'est-à-dire qu'un des succès de TripAdvisor, c'est que, par exemple, si demain je vais au Vietnam et je vais dans un restaurant qui s'appelle Chez Wang, et Chez Wang n'est pas sur TripAdvisor, mais j'ai envie de partager mon expérience, si en plus elle est positive, sur TripAdvisor, je peux créer la fiche de Chez Wang. Et là, c'est là où le professionnel va vraiment s'occuper de sa fiche. Et des fois, il se peut que le classement, en effet, de Chez Wang ne soit pas dans le bon classement. Donc, il est possible de contacter TripAdvisor et d'indiquer si un établissement n'est pas dans le bon classement. Okay. Donc, Merci encore une beaucoup. fois, voilà, prendre la main sur aussi TripAdvisor. C'est vraiment le message, je pense qu'il faut retenir. Merci beaucoup pour Merci, cette précision, Isabelle. Alors, Pascal, tu es la directrice de l'Office de tourisme de Lège Cap Ferret. Lège a été pionnier en 2013 dans la mise en place de bornes Wi-Fi dans des lieux publics. Lors des rencontres 2014, ici même, nous vous l'avions annoncé comme une tendance qu'il fallait généraliser. Pierre nous avait fortement conseillé d'aller plus loin. Et c'était au départ un projet des élus du CIBA. Aujourd'hui, ce projet s'est matérialisé. Vous avez plus de 50 points Wi-Fi répartis dans les lieux publics sur les 10 communes du bassin. On va passer à 70 prochainement. 80 000 connexions entre fin juillet et décembre. On parle désormais de Wi-Fi territorial. Pierre, je crois que tu avais une question par rapport à l'intérêt pour une commune Oui, d'intégrer le Wi-Fi. C'est une question très dirigée. Vous connaissez ma position sur cette notion de Wi-Fi à l'échelle territoriale. On le constate à l'échelle mondiale. On a la chance de travailler avec quelques destinations très sympathiques. Aujourd'hui, c'est un argument mondial d'avoir l'accès au numérique, l'accès à Internet. Est-ce qu'on a le même sentiment ici qu'être une destination connectée est un vrai argument touristique pour le bassin ? Oui, je crois que c'est un vrai argument touristique. On parlait de l'enchantement client. Je crois que le service, il participe également à l'enchantement client. Quand on regarde les résultats, 80 000 connexions sur quelques mois. Hein, sur quelques mois, sur 5 mois. C'est impressionnant. Seulement en mai. Et sans promotion de l'opération. Et sans promotion particulière. Sans ballon. Pas si lourde. Sans ballon. Si on ajoute à ça toutes les connexions qui s'opèrent quand même sur des box des opérateurs privés. Et il y en a. Les chambres d'hôtes sont équipées, les hôtels sont équipés, de nombreux restaurants sont équipés. Donc on ne parle plus de 80 000 connexions. Hein. On peut mettre un zéro au bout sans problème. On peut mettre un zéro au bout. Je me souviens d'un article, c'était dans Sud-Ouest il y a 2-3 ans, rappelant une expérience le 15 août, comme quoi le réseau Orange avait totalement explosé sur un 15 août sur la presqu'île du Cap Ferré. Ouais. Par saturation du nombre d'utilisateurs. Donc je crois qu'on est quand même une destination connectée. On a des publics connectés. Quand on regarde effectivement les heures de connexion, c'est 11 heures le matin. Et ça, c'est fort intéressant. Parce que je pense qu'au-delà des bornes, il y a peut-être des développements envisagés. 11 heures, c'est quand on s'attribue, elle est prête. Hein, le petit déjeuner est fait, le dernier, on l'a habillé, douche, etc. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Sur ces spots Wi-Fi, on pourrait alors imaginer
de pouvoir pusher des informations, faire remonter des informations à la personne qui est connectée, en lui disant, ben voilà, dans les 2 heures qui viennent, vous pouvez aller à tel restaurant. Dans les 2 heures qui viennent, vous pouvez embarquer sur un bateau, assister à un spectacle, etc. Parce qu'alors là, le Wi-Fi, il sert au service, enfin en tout cas, il participe au service et à l'enchantement du client, mais il va aussi favoriser de la consommation et de l'économie touristique. La connexion n'est pas une fin en soi. La connexion, est c'est vraiment un le service, début. voilà, et c'est le début d'un édifice qui va participer à l'économie territoriale. On avait la chance l'année dernière d'avoir Laurence de Terre et Côte Basque qui était là pour témoigner et qui avait un petit peu d'avance dans le temps sur votre initiative. Vous en êtes au même niveau maintenant avec 70 points sur les 2 destinations. Elle annonçait l'année dernière la réalisation de ce fameux site internet de séjour. Utile pendant le séjour, à 11h parce qu'il fait beau, parce que je suis ici. Qu'est-ce que je préconise à ma tribu ? Ce projet est réalisé aujourd'hui et c'est la seconde brique où après le Wi-Fi, il faut pousser ce contenu. Est-ce que c'est un argument supplémentaire pour embarquer les prestataires touristiques privés qui n'y croiraient pas encore à cette connexion? Alors Ou, ou ceux qui proposeraient un accès Wi-Fi à leur livebox sans aucune sécurisation aussi? Alors, je crois qu'aujourd'hui, le Wi-Fi dans un équipement, il est déterminant, notamment pour ce qui concerne de l'hébergement. On voyage tous, on est archi-connectés, donc je crois que c'est important. Ensuite, moi je serais assez tentée de dire que j'inviterais tous les socioprofessionnels à rejoindre le Wi-Fi territorial. Pourquoi ? Parce qu'une seule adresse, enfin une seule authentification, qu'on soit à l'hôtel, au restaurant ou sur le Wi-Fi ou à l'Olympia, ou sur la place Oubeda à Lège-Cap-Ferret, une seule authentification. Derrière, alors il y a la question d'Adopi, bien sûr, hein, et de la protection, puisqu'on a encore dans certains équipements des box qui ne sont pas sauvegardées, qui ne sont pas protégées. Donc il y a l'avantage effectivement de la sécurité. Il y a l'avantage de la mutualisation en termes de communication, c'est que demain, si l'ensemble du bassin d'Arcachon, ou 80% des opérateurs du bassin d'Arcachon sur un Wi-Fi territorial, je crois qu'on donne la part belle aux institutions pour faire une communication forte sur un territoire connecté. Et dernier élément, selon moi, je parlais tout à l'heure des statistiques. 80 000 connexions aujourd'hui. Demain, si on récupère les connexions grâce à l'adhésion Wi-Fi territoriale de l'ensemble des socioprofessionnels, là, on a une vraie base de données. On a parlé de base de données. Ce sont 80 000 inconnus aujourd'hui. Voilà, ce sont 80 000 inconnus. Demain, pour peu qu'on demande systématiquement l'adresse mail, on aura les 80 000 inconnus de nos spots Wi-Fi et on aura peut-être 700 000 autres personnes qui seront connectées dans des espaces privés. Donc je dirais que là, on pourra disposer d'une vraie base de données et faire un travail auprès de nos clients, une relation client. On peut faire peut-être la transition avec Isabelle. Est-ce qu'il y a des projets par rapport à ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a des projets concrets dans les cartons à l'échelle du bassin sur Oui. ces évolutions? Alors, sur l'évolution très concrète, hein, on l'a dit, mais c'est important de le redire, donc on va passer de 50 à 70 bornes très rapidement. Ensuite, sur le site de séjour, on a bien expliqué effectivement à l'ensemble des professionnels que là, l'équipement, c'est le plus facile. Poser les bornes, c'est facile. C'est facile, encore une fois, parce que les élus nous donnent les budgets. C'est technique. C'est technique. Ça marche, a priori. Donc, on va développer un peu de signalétique parce qu'on n'a fait aucune opération de communication dessus. Cette année, on va communiquer. On va signaler les bornes pour qu'il y ait vraiment le maillage soit visible sur le territoire. Donc ça, c'est aussi une opération qu'on développe cette année. Et surtout, on va mettre à l'étude un site d'Internet de séjour pour répondre à ce fameux client qui à 11h se connecte. Je fais quoi maintenant tout de suite dans ma langue? Donc ça, c'est un travail qu'on va entreprendre sur tout 2015 en espérant être opérationnel pour 2016. Parce que si on reste au stade d'équipement, ça n'a aucun intérêt. Et là, il y a un élément très important, c'est un travail invisible que les prestataires ne voient pas, c'est le travail de qualification de la donnée des institutionnels du tourisme, hein, ces fameuses bases de données touristiques, oui, avec un élément phare, on le répétait l'année dernière, on le répétait il y a 2 ans, c'est le certifié ouvert. C'est si à 11h, ma famille ouvre ce site internet de séjour, il doit avoir la même expertise que le conseiller en séjour qu'il peut avoir en face de lui s'il va à l'office de tourisme. Ça ne remplace pas, c'est complémentaire. C'est pour être en permanence à ses côtés. Et avec la première notion du certifié ouvert. Les premiers responsables, ce sont les prestataires touristiques qui sont dans la salle,
qui doivent s'engager réellement là-dessus pour tenir la promesse. Autre élément peut-être Dernière Non, je question. pense que- Pas de questions. voilà, non, il C'est faut fini. pas. Oui. Merci beaucoup aux uns et aux autres pour l'ensemble de vos réflexions et de vos conseils. Je vais tenter, Pierre, sous votre contrôle, je tente un résumé. Soignez votre vitrine. C'est elle qui est visible dans le monde entier. Votre vitrine sur Internet, ce sont vos photos, vos vidéos immersives. C'est également votre fichier client que vous allez pouvoir et que vous devez travailler avec pédagogie. Ça, c'est pour le monde entier. Sur des sites précis comme TripAdvisor, par exemple, là aussi, vous devez être présent. Ici, je dirais, c'est votre e-réputation qui est en jeu. Que dit-on de vous? Mais que voulez-vous que l'on en dise? On vous invite simplement à inviter vos clients à y aller et à parler de vous. Ceci est aussi une bonne mesure d'influence, de façon à pouvoir récolter un maximum d'avis positifs. Si jamais des avis sont émis qui vous contrarient, dans ce cas-là, vous avez donc une possibilité au moins pour pouvoir faire valoir votre contrariété, c'est d'aller sur le /owners qui vous permet d'avoir accès à cet espace dédié aux professionnels que vous êtes. Et puis, vous avez un cheval de Troie. C'est le fameux Wi-Fi territorial. Cheval de Troie, pourquoi? Parce qu'il vous introduit dans l'habitude de votre touriste. 11 heures devient un moment critique, un moment très intéressant où vous allez pouvoir, par push, lui offrir un certain nombre de possibilités. Ça, ce n'est qu'une première mesure. 11 heures. J'imagine que dans la journée ou dans la soirée, il y aura d'autres possibilités d'invitation. Autrement dit, vous n'êtes qu'au début de la mesure des outils qui sont actuellement mis en place. Isabelle, on peut poursuivre encore avec quelques vidéos? Oui, 2 autres vidéos, elles sont très courtes. Donc, une dédiée aux loisirs nautiques, mais également une autre sur la découverte du bassin à vélo. Alors, cette dernière thématique me permet de revenir quelques instants sur l'événement que nous avons organisé en 2014, les bicyclettes bleues. Vous avez vu tout à l'heure une rétrospective en images. Cet événement ne sera pas reconduit cette année. Les élus du CIBA ont souhaité développer cette thématique, non pas sur un seul temps, mais sur toute l'année. Donc, on a mis en place une stratégie autour de cette thématique vélo. Tout d'abord, en actualisant, en transformant le site des bicyclettes bleues qui avait été créé spécialement pour l'événement, le transformant simplement le bassin d'Arcachon à vélo. Je vous invite à aller le voir. Vous retrouvez tous les circuits qui ont été mis en place pour les bicyclettes bleues, mais désormais accessibles à tous et toute l'année. Une vidéo qui vient agrémenter sur donc, la diversité de nos pistes cyclables. Vous avez également dans la petite poche qui vous a été remise ce matin un nouveau document, Découverte maritime, qui reprend aussi une incitation à découvrir ce patrimoine maritime à vélo. Voilà, donc l'idée, c'est on passe des bicyclettes bleues à un temps unique à toute l'année. Voilà, donc maintenant, place à l'image. D'abord loisirs nautiques, puis le bassin à vélo. Merci beaucoup à tous. If ever there's a reason to be swept up in the season of the falling leaves, and if the days grow shorter and the darkness drew its order from the autumn gray, I'd rather sit this out and slip the day away instead. Weary eyes a bit too slow and deep. I'd rather sit this out and slip the day away instead. To worry about the emptiness that comes. If ever there's a need to watch the afternoon just roll into the evening sky, find comfort in the finer things that keep you close, that keep you safe within this room. Oh, come
wrapped up in the season of the falling eyes. And if the days grow shorter and the darkness drifts older from the autumn gray, I know in my heart I've been a lucky one. However far apart, you'll be the only one. When the days grow cold, I want you here to hold. Whatever state I'm in,